Un Boeing 737 de la Royal Air Maroc est en phase d'approche à l'aéroport de Paris-Orly. Les conditions météorologiques imposent une approche aux instruments. Une série de pannes, qui n'ont en apparence pas de lien entre elles, vont commencer à se déclencher et les pilotes vont progressivement perdre toute confiance en leur machine. C'est le vol Royal Air Maroc 780. Le 30 décembre 2016, un vol de la Royal Air Maroc est programmé à l'aéroport Rabat-Salé, à destination de Paris-Orly. L'avion utilisé pour ce vol est un Boeing 737-800. L'équipage était composé de 2 pilotes, un commandant de bord de 47 ans, très expérimenté. Il totalisait un peu moins de 15 000 heures au total, dont 4 500 en tant que commandant de bord et plus de 6 000 heures sur type. Le copilote, âgé de 30 ans, détenait une licence CPL et a effectué la plupart de ses vols commerciaux sur 737, comptabilisant au total plus de 2000 heures de vol en tant qu'officier pilote de ligne. Durant la préparation du vol, l'équipage accorde une attention toute particulière à la météo qui les attend à Orly. Le brouillard s'était formé la veille au soir en raison d'une zone de très haute pression en surface, d'un vent faible et d'une forte humidité au sol, devenue givrante du fait des températures négatives. L'équipage envisage donc une approche ILS de catégorie 3. Une approche de catégorie 3 est une approche aux instruments qui permet aux avions d'atterrir en conditions de très faible visibilité, voire quasi nulle. Les avions capables d'approche de catégorie 3 sont équipés de systèmes automatiques très sophistiqués, souvent appelés autoland. Ces systèmes permettent de maintenir l'avion sur la trajectoire ILS sans intervention du pilote. Du fait des conditions météorologiques défavorables régnant à Paris-Orly, pouvant entraîner une attente à l'arrivée, voire un déroutement, le commandant de bord choisit d'ajouter une quantité de carburant supplémentaire d'une tonne. Les pilotes ont ensuite parcouru leur dossier de briefing, ainsi que les notables. Il est essentiel de bien vérifier cette liste, car il pourrait y avoir des éléments qui empêchent de réaliser, par exemple, une approche ILS de catégorie 3. Ils ont ensuite briefé l'équipage de cabine avant de se rendre à l'avion. En se dirigeant vers l'avion, ils ont décidé que le commandant de bord serait le pilote en fonction, pilote flying, pour ce premier vol. En entrant dans le cockpit, le commandant a pris le Technical Logbook de l'avion. Vérifier ce logbook est extrêmement important car il pourrait contenir des informations qui empêchent de suivre certaines procédures, comme une approche ILS de catégorie 3, qui nécessite que certains systèmes de l'avion fonctionnent correctement. Le commandant a parcouru la liste des éléments inscrits, où figurent tous les défauts actuels de l'avion. Mais il n'y avait rien de noté. Selon le Technical Logbook, l'avion était en parfait état. Ce que le commandant ne savait pas, c'est que cet avion en particulier avait rencontré de nombreux problèmes au cours des 6 mois précédant ce vol. Il avait des problèmes avec l'ADIRU, Air Data Inertial Reference Unit, du côté gauche. Le 737-800 dispose de 2 ADIRU. Ces systèmes collectent des informations provenant de diverses sondes à l'extérieur de l'avion, comme le tube pitot, les sondes statiques, les sondes de température et les sondes d'angle d'attaque. Ils combinent également ces informations avec celles de l'Inertial Reference System, qui se compose de 3 gyromètres laser et de 3 accéléromètres qui mettent continuellement à jour les informations de position de l'avion, telles que le cap, la trajectoire, la vitesse sol et l'altitude. Ces informations sont ensuite envoyées à l'ADIRU, qui les combine avec d'autres données et les transmet au calculateur de commande de vol, FCC, de son côté. Ainsi, il y a 2 ADIRU et 2 calculateurs de commande de vol, chacun connecté aux écrans et aux pilotes automatiques respectifs. Si quelque chose ne va pas avec les informations transmises par l'ADIRU, ces informations erronées peuvent être envoyées aux FCC qui contrôlent le pilote automatique et les directeurs de vol. L'ADIRU gauche, celui du côté du commandant, avait été remplacé 2 fois au cours des 6 derniers mois, car il envoyait des informations défectueuses et les pilotes recevaient des messages d'erreur pendant le vol. Cependant, après chaque remplacement, les problèmes ne pouvaient pas être reproduits au sol par l'équipe de maintenance car ils étaient intermittents
Un autre problème concernait un défaut intermittent dans la connexion entre le radioaltimètre droit et le calculateur de commande de vol droit. L'équipe de maintenance avait remplacé certaines pièces sans jamais pouvoir identifier précisément l'origine du problème. Comme il n'y avait aucune défaillance en cours sur ces systèmes, l'équipe de maintenance avait laissé l'avion repartir. L'avion décolle de Rabat à 7h46. L'autopilote A est engagé après le décollage. Environ 1 heure après, le message d'alerte IRS Left Drift apparaît sur le CDU. Ce message indique que les informations de vitesse et ou position fournies par l'ADIRU gauche ne sont pas cohérentes avec celles fournies par l'ADIRU droit. L'équipage cherche sans succès dans la documentation de bord la signification de ce message. Le message d'alerte IRS Left Drift n'existait pas dans la documentation opérationnelle à disposition de l'équipage. Ce message avait été introduit dans la dernière version du FMC installée sur l'avion en mars 2016, soit 9 mois avant l'incident. La compagnie Royal Air Maroc n'avait pas notifié Boeing du début de l'installation du nouveau logiciel sur sa flotte Boeing 737. De ce fait, les Boeing 737 ne bénéficiaient pas d'une mise à jour temporaire de la documentation opérationnelle pour les avions concernés au fur et à mesure de l'installation du nouveau logiciel. L'équipage vérifie à plusieurs reprises la cohérence des informations de vitesse et de position sur le CDU et le problème semble en voie de résolution. Pour autant, ce problème technique reste dans un coin de leur tête et constitue le premier élément perturbateur du vol 780. 1 heure plus tard, l'équipage constate un nouveau dysfonctionnement. Le message « Verify Position IRS apparaît sur le CDU. Ce message est émis par le FMC lorsque la différence entre les positions fournies par les deux ADIRU est supérieure à 10 miles nautiques pendant 40 secondes. Ce message n'était pas inhabituel pour l'équipage. Ils y étaient accoutumés. Cela les conduit à surveiller la cohérence des données des deux IRS sans qu'ils s'en inquiètent outre mesure. Considérant que les informations de vitesse seules des deux IRS semblent converger, l'équipage décide de poursuivre l'approche et sélectionne l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry en cas de dégagement. À 10h01, le vol RAM 780 est transféré à l'approche de Paris-Orly, descendant vers 11 000 pieds. L'avion est ensuite pris en guidage radar pour une approche ILS vers la piste 06 avec une RVR de 400 mètres. L'équipage reçoit l'autorisation de descendre à 5000 pieds et d'intercepter le localizer de la piste 06. Ils arment le mode Vorlock qui s'engage 40 secondes plus tard. L'avion commence son virage pour s'aligner avec l'axe du localizer, mais s'en écarte à droite, puis à gauche avant de finalement l'intercepter. Le contrôleur interroge le vol 780 sur sa position par rapport au localizer, mais l'équipage ne répond pas. L'équipage engage l'autopilote B, ce qui désengage l'autopilote A. Peu après, il réengage l'autopilote A, mais l'autopilote B se désengage. Les deux pilotes automatiques ne peuvent pas s'engager simultanément tant que le mode approche n'a pas été armé. Ce mode de guidage permet d'activer les captures automatiques du localizer et du glide slope lors d'une approche ILS. Le fait que l'équipage n'ait pas activé le mode approche peut instiller un doute sur la maîtrise de la situation. Le contrôleur de la tour demande à l'équipage de rappeler à 5 miles nautiques en finale et transmet une RVR de 375 mètres. L'équipage demande l'autorisation pour l'approche ILS, mais le contrôleur répond par la négative et réitère la demande de rappeler à 5 miles. L'équipage annonce une descente à 4000 pieds et le contrôleur autorise l'approche ILS. Après 2 tentatives infructueuses d'engager l'autopilote B, l'équipage réussit à réengager l'autopilote A. À cet instant, le désengagement de l'autopilote B est dû à la non-réception par le calculateur de commande B des données du radio-altimètre 2. L'équipage informe le contrôleur tour qu'il ne peut pas effectuer une approche stabilisée et demande une remise de gaz. À ce moment-là, l'avion est à environ 9 miles nautiques du seuil de la piste 06, à environ 3000 pieds. Le contrôleur demande alors à l'équipage de stopper la descente à 2000 pieds et de maintenir cette altitude. L'équipage confirme et demande une clairance vers l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, prévu comme aérodrome de dégagement. L'approche est alors interrompue
avec l'autopilote A engagé. L'équipage commence à être préoccupé par le carburant à ce moment. L'aérodrome de Lyon est prévu comme dégagement, mais la quantité de carburant présente à bord ne suffit que pour une seule approche. L'équipage s'inquiète de la quantité de carburant restante en cas d'imprévu. Et ils ont eu raison de s'inquiéter, car ce qui les attendait était bien pire. À 10h40, l'équipage affiche la fréquence correspondant au VOR de Lyon-Saint-Exupéry sur le récepteur VOR de l'OPL. Cependant, le VOR reste inactif. Le commandant de bord entre alors l'indicatif Lima Sierra Echo dans la page Fixe Info du CDU pour vérifier la fréquence. Le système lui indique que le VOR Lima Sierra Echo se trouve à plus de 3000 miles nautiques. Or, un NOTAM précise que le VOR de Lyon-Saint-Exupéry est remplacé par un VOR temporaire. Cette partie du NOTAM n'avait pas été consultée par l'équipage, car le message n'apparaissait pas dans la bonne section du document. Pendant la descente et la préparation de l'approche ILS pour la piste 35 droite à Lyon-Saint-Exupéry, l'équipage tente d'armer le système de freinage automatique, mais le voyant ambre Auto Brake Disarm s'allume. Ils suivent alors la procédure et basculent le système sur OFF. L'avion est ensuite transféré du centre de contrôle en route de Paris à celui de Marseille. Lors de la coordination, le contrôleur de Paris informe son homologue de Marseille que le vol RAM 780 a rencontré des difficultés à Orly et a dû remettre les gaz à cause du brouillard. À 10h44, l'équipage est transféré au contrôle d'approche de Lyon-Saint-Exupéry. Le contrôle d'approche demande ensuite au vol 780 de descendre au niveau de vol 90, puis, quelques minutes plus tard, à 3000 pieds, tout en assurant un guidage radar vers l'ILS de la piste 35 droite. Un peu plus tard, le contrôleur demande à l'équipage de tourner à gauche au cap 020 et autorise l'approche ILS pour la piste 35 droite. L'équipage arme alors le mode Vorlock qui s'engage peu après. Alors qu'il s'attend à un virage à gauche pour intercepter le localizer de la piste, l'avion effectue au contraire un virage prononcé à droite, s'éloignant de l'axe du localizer vers l'est. L'équipage ne réagit pas immédiatement à cette déviation. L'avion entame ensuite un virage à gauche, commandé par l'autopilote, mais à ce moment, il est à environ 9 nautiques du seuil de la piste et à droite de l'axe du localizer continuant de s'éloigner. En parallèle, l'équipage entre en contact avec le contrôleur tour, mais le contrôleur d'approche, voyant l'écart, essaie de les recontacter. L'équipage informe alors la tour qu'il est en finale pour la piste 35 droite. L'autopilote A et l'automanette se désengagent alors que l'avion est à 3000 pieds. Cette fois-ci, le désengagement de l'autopilote A est dû à l'invalidité des données fournies par l'ADIRU gauche au FCC A. Quelques instants plus tard, l'équipage annonce une remise des gaz. Le contrôleur tour leur signale qu'ils ne sont pas du tout alignés sur l'axe du localizer et qu'ils sont environ à un nautique à l'est. Il leur indique ensuite qu'ils se dirigent maintenant dans la bonne direction et qu'ils peuvent éventuellement rappeler en vue de l'aérodrome. Cependant, il précise que la météo est mauvaise avec une couverture nuageuse à 500 pieds et que si la visibilité reste insuffisante, ils devront refaire une approche. Ce que craignait le plus l'équipage se produit. Ils n'ont pas d'autre choix que d'effectuer une autre approche. Le contrôleur leur demande de monter à 5000 pieds et de prendre le cap 360. L'équipage sélectionne cette altitude au MCP alors que l'avion passe 4600 pieds en montée. L'interruption de l'approche marque un point de basculement où le stress atteint un niveau critique. Cela va entraîner une dissociation de l'équipage, la charge de travail n'est plus répartie. Les checklists et procédures ne sont plus effectuées. Le commandant agit seul après le transfert des commandes par l'OPL durant la seconde approche à Lyon. L'avion est transféré à nouveau au contrôleur d'approche. L'équipage engage l'autopilote B. L'avion se trouve alors à une altitude d'environ 5600 pieds. Il arrête sa montée et commence à redescendre vers 5000 pieds. L'équipage contacte à nouveau l'approche. Au même moment, l'alarme Left IRS Fault se déclenche, ce qui provoque le désengagement de l'autopilote B, la disparition des directeurs de vol et des affichages de l'assiette, du roulis et du cap sur le PFD côté gauche. Le
Le contrôleur demande à l'équipage de tourner à droite au cap 090 pour un nouveau guidage vers l'ILS 35 droite. Le commandant de bord place le sélecteur IRS Transfer Switch sur Both on Right. Lorsque le sélecteur est placé sur la position Both on Right, seules les données fournies par l'ADIRU droit sont utilisées par les FCC. L'alarme Left IRS Fault s'éteint. Les directeurs de vol côté gauche réapparaissent, ainsi que les affichages de l'assiette, du roulis et du cap. L'autopoussée est engagée, puis l'autopilote B est engagé, et l'avion redescend vers l'altitude sélectionnée de 5000 pieds. L'OPL demande un cap de rapprochement sous la forme Air Maroc 780, We need an... On demande un cap de rapprochement. Le passage à la langue française, alors que le commandant ait utilisé l'anglais jusqu'alors, est symptomatique d'une surcharge cognitive. Comme si tout cela ne suffisait pas, l'amortisseur de lacet se désengage. L'amortisseur de lacet est un dispositif utilisé dans les avions pour stabiliser et contrôler les mouvements de lacet. Lorsqu'un seul ADIRU est valide, l'engagement de l'amortisseur de lacet n'est possible que si l'autopilote n'a pas été engagé depuis au moins 1 minute. L'amortisseur de lacet est désengagé automatiquement par l'avion 1 minute après l'engagement de l'autopilote. Il s'agit là de détails techniques très avancés et il est peu probable qu'ils aient fait quelque lien que ce soit, au vu de la quantité de travail et de stress auxquels ils étaient en train de faire face. Le contrôle autorise ensuite à descendre à 3000 pieds, puis demande de tourner à gauche au cap 180 pour une meilleure interception. Le commandant de bord transfère les commandes à l'OPL. Le contrôle demande à l'équipage de tourner à droite au cap 240. Le commandant de bord collationne le message. Puis, le contrôle demande un autre virage à droite au cap 320 et autorise l'approche ILS pour la piste 35 droite. L'équipage demande un guidage radar. Le contrôleur indique qu'ils sont sur le cap d'interception de l'ILS. L'équipage mentionne qu'il a des problèmes de positionnement. Le contrôleur suggère alors le cap 355. Le mode Glide Slope s'engage et l'autopilote B se désengage automatiquement. À cet instant, les directeurs de vol en tangage et en roulis disparaissent sur les PFD gauche et droit. L'OPL transfère les commandes au commandant de bord. Le commandant de bord informe le contrôleur qu'ils poursuivent l'approche en pilotage manuel. Le contrôleur demande s'ils ont le visuel sur la piste et l'équipage répond par la négative. Le commandant de bord demande au contrôle de confirmer s'ils sont sur le bon glide et le bon localizer. Le contrôleur n'a aucun moyen de le savoir, mais il leur indique qu'ils devraient être sur le glide. L'équipage commande la sortie des trains d'atterrissage. Le contrôleur demande ensuite s'ils ont la vue du sol. L'équipage répond par la négative. Le commandant de bord indique qu'il continue manuellement sur le localizer et le glide, puis le vol est transféré à la tour de Lyon. L'avion passe 2350 pieds en descente. Une alarme Minimum Safe Altitude Warning se déclenche également sur l'écran radar du contrôleur approche. À ce moment, l'équipage n'a pas encore contacté la tour. L'équipage déconnecte l'automanette. L'OPL contacte la tour. Le contrôleur demande à l'équipage s'ils ont la piste en vue et l'équipage répond que ce n'est pas encore le cas. Une alerte se déclenche alors que l'avion se trouve à une altitude de 1480 pieds et un taux de descente d'environ 2250 pieds par minute. À ce moment, l'avion est pratiquement à 2 nautiques du seuil de piste. L'OPL annonce une remise de gaz. L'écoute de l'enregistrement radio ATC montre qu'à partir de cet instant et jusqu'à l'atterrissage, les communications à bord se font sur un ton hésitant et angoissé. Une alerte EGPWS, Glide Slope, se réactive. L'avion est à une hauteur de 560 pieds, sous le glide. Le contrôleur informe que l'intensité lumineuse du balisage de piste est à son maximum et qu'ils sont à 2 nautiques du seuil de piste 35 droite. L'alerte EGPWS, Glide Slope, se réactive une nouvelle fois. L'avion est à 400 pieds, sous le glide. Il poursuit vers l'alignement de la piste 35 droite. Le contrôleur demande s'ils ont le balisage d'approche en vue. L'équipage confirme. L'avion s'aligne, mais une alerte Too Low Terrain s'active de nouveau. Le contrôleur autorise l'atterrissage
Mais l'alerte Too Low Terrain se déclenche encore. L'avion franchit enfin le seuil de piste à environ 60 pieds. 8 secondes plus tard, il touche la piste environ 160 mètres après la zone de toucher des roues de la piste avec une vitesse de 159 nœuds. Une fois à l'arrêt, il débarque les passagers et le commandant de bord contacte la compagnie. Il leur fait part de toutes les défaillances techniques qu'ils ont rencontrées et les inscrit également dans le carnet technique. Cependant, il ne mentionne rien concernant l'approche non stabilisée et les nombreuses alertes du GPWS qu'ils ont reçues. À cause de cela, ils n'ont pas coupé le disjoncteur de l'enregistreur de voix du cockpit, ce qui signifie que les enregistrements vocaux n'ont pas été sauvegardés pour l'enquête ultérieure. Alors, comment cela a-t-il pu se produire et pourquoi le commandant a-t-il décidé de poursuivre une approche clairement non stabilisée? L'équipe d'enquête a examiné toutes les données disponibles et a découvert qu'il y avait de mauvaises pratiques concernant la déclaration des défauts techniques dans le carnet technique chez Royal Air Maroc. Cela a rendu la tâche compliquée au département de maintenance en ce qui concerne l'isolation des pannes, permettant ainsi à ces deux dysfonctionnements distincts de persister jusqu'au vol de l'incident. Ces deux défaillances, celle de l'adiru gauche et du radio-altimètre droit, ont ensuite interféré avec le système de pilotage automatique, le directeur de vol, l'amortisseur de lacet et le système d'autofrein, créant une grande méfiance entre l'équipage et l'avion. Cela a considérablement dégradé la gestion des ressources de l'équipage dans le cockpit, au point où le commandant ne souhaitait qu'une chose, poser l'avion au plus vite. Royal Air Maroc a fait venir un ingénieur de maintenance en ligne pour essayer de résoudre le problème de l'avion, mais encore une fois, il n'a pas pu reproduire les pannes une fois l'avion démarré et vérifié au sol. Finalement, les mêmes pilotes ont volé le même avion le même jour pour retourner à Paris-Orly, où ils ont récupéré les passagers avant de voler vers Marrakech. Lors de l'approche à Marrakech, alors que le copilote était aux commandes, le pilote automatique s'est de nouveau déconnecté. Plusieurs recommandations sont sorties de cette enquête. Certaines étaient destinées à Boeing pour avoir permis à une panne de l'IRS d'affecter les ordinateurs de commande de vol, ce qui a entraîné un écart de la trajectoire de vol prévue. Il y avait également des remarques à l'adresse de Royal Air Maroc sur la manière dont les commandants notaient les problèmes dans le carnet technique, qui devait être plus précis et couvrir toutes les pannes rencontrées. Des remarques ont également été faites sur la gestion des pannes techniques par l'équipage et l'utilisation des checklists du QRH. Les deux pilotes ont été soumis à une formation théorique et à 2 sessions de simulateur de 4 heures centrées sur les problèmes de système IRS et sur la manière de piloter manuellement en utilisant les données brutes. N'oublions pas que ce vol représente un cas où tous les facteurs de stress étaient réunis. Conditions météorologiques difficiles, décisions complexes à prendre en un temps limité et perte de confiance dans l'appareil. Et pourtant, l'équipage de la Royal Air Maroc a réussi à poser l'avion sans faire aucun blessé, alors que ce vol aurait facilement pu se transformer en tragédie. Une performance qui n'est rendue possible que grâce à des équipages très bien entraînés et compétents. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à Chroniquair pour ne rien manquer de nos prochaines analyses d'incidents aériens. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures.